Bonjour tout le monde. Allez, on y va. Alors ce soir, je vous ai fait une promesse forte. Je vous ai promis qu'à la fin du live, vous seriez capable de comprendre n'importe quel livre d'anatomie. Alors c'est quand même un défi là que je me suis imposé. Et vous allez voir, on va apprendre énormément. Et si je n'ai pas tenu ma promesse à la fin du live, je vous ai mis mon mail. Vous pouvez me poser n'importe quelle question en rapport avec l'anatomie à la fin du live si vous n'avez pas tout saisi. Pourquoi avoir fait ce live? Parce que vous êtes nombreux à être volontaires pour apprendre l'anatomie. Vous savez ce que ça peut apporter dans votre pratique de yoga, à la fois l'amélioration de votre ressenti, à la fois la prévention des blessures. Et pour autant, souvent, d'ailleurs, j'ai eu des témoignages encore dans ce sens aujourd'hui, quand vous essayez d'ouvrir un livre d'anatomie et que vous écoutez une vidéo d'anatomie, vous êtes complètement perdu. Alors, le premier des défis, c'est de comprendre le langage, parce que c'est vraiment un vocabulaire, des termes qui sont extrêmement complexes, ça c'est sûr, et eh bien, il faut apprendre un minimum de vocabulaire. Et là, je voudrais vous faire réfléchir un petit peu. Par exemple, j'ai eu plus de difficultés à apprendre le sanskrit qu'à apprendre le vocabulaire anatomique. Donc, si vous avez été capable d'apprendre des postures en sanskrit, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas capable d'apprendre le vocabulaire anatomique. Je vais vous donner des petits trucs pour le mémoriser. Après, l'autre écueil classique, c'est la représentation en 3D. Donc l'anatomie, c'est des mouvements complexes de différentes articulations dans les trois plans de l'espace. Et ça, c'est un écueil vraiment important que de réussir à se représenter dans ces trois plans. Mais là, c'est pareil, il y a énormément d'innovations technologiques avec des films vraiment en 3D sur l'anatomie. Donc, il y a une chaîne qui s'appelle 3D Anatomique et Lyon 3D Anatomie, je vous mettrai le lien. Et vous aurez énormément de films et de représentations 3D comme ça, qui étaient encore impossibles il y a ne serait-ce que 20 ans. Quand moi j'ai appris l'anatomie, ça n'existait pas ce genre de support pédagogique. Donc, c'est vraiment des aides précieuses. Alors, voilà. Et puis, il y a un autre écueil que j'ai repéré, c'est que souvent, vous lisez des mots qui vous semblent faciles à comprendre, par exemple médial ou latéral. Bon, vous comprenez un peu, mais sans comprendre complètement, et vous ne saisissez pas le sens profond en fait de la phrase, de ce qu'on a voulu vous dire. Et puis alors, un autre écueil, c'est que l'anatomie descriptive, si vous commencez à lire la description de l'omoplate, du bord supérieur de l'omoplate, un tiers concave, un tiers convexe, c'est ennuyeux au possible. Et si vous ne comprenez pas l'intérêt de ce que vous apprenez pour votre pratique, vous allez vite être découragé. Donc, tout ça fait qu'en plus, quand vous avez réussi à ouvrir un livre, à peu près comprendre ce que vous avez lu, à le représenter dans l'espace, l'autre problématique, c'est encore de mémoriser ce que vous avez appris. Parce que vous refermez, puis si vous n'y touchez pas pendant 10 jours, vous n'aurez rien retenu. Et c'est souvent ce que vous me dites. Alors, vous en êtes peut-être arrivé à la conclusion que l'anatomie, soit c'était pas pour vous, soit c'était pas intéressant. Et là, je veux tout de suite vous arrêter. C'est juste parce que vous n'avez pas le temps de recevoir un enseignement de qualité. Et les chiffres, j'espère pas me tromper parce que je n'ai pas eu le temps de les reprendre. Ce que je sais avec certitude, c'est dans une bonne formation de professeur de yoga, puisque au début, je donnais des cours dans des écoles d'anatomie, les formations en 3 ans, les professeurs recevaient environ 24 heures d'anatomie. Et c'était une très bonne formation. Un kiné, on reçoit 900 heures d'anatomie. Mais c'est pour vous dire à quel point le fossé est vaste. Nous, on a le temps de décortiquer, d'apprendre, de comprendre. Et vous recevez une somme d'informations énorme en très peu de temps. Voilà ce qui a pu vous décourager. Alors, moi, qui je suis pour vous prétendre que l'anatomie, c'est intéressant? Alors, je suis kiné, j'ai été diplômée en 2001, donc ça fait 21 ans que j'exerce. Et puis, après mes études de kiné, j'ai repris des études d'ostéopathie. Donc, c'était quand même 5 ans d'études encore à temps partiel dans lequel on a rajouté beaucoup d'anatomie.
J'ai quasiment exercé que en libéral depuis et je me suis énormément formée en pilates, en méthode de Gasquet, tout ce qui tourne autour de la grossesse, la périnatalité, de l'obstétrique. Hein, ça m'a beaucoup intéressée, notamment quand moi-même j'étais enceinte et j'avais des enfants jeunes. Je me suis formée en hypopressif, vous savez, c'est ce qu'on appelle le stomach vacuum ou Dhyana Bandha. Alors, il y a des dénominations différentes. Peut-être que le plus simple, c'est de l'appeler la fausse inspiration thoracique de Bernadette de Gasquet. Voilà, je me suis formée donc beaucoup aussi récemment sur les neuropathies parce que les maladies de nerfs, donc telles que sciatique, névralgie cervico-brachiale, il y a des évolutions vraiment majeures en thérapie manuelle en France actuellement. Donc, je me suis beaucoup formée là-dessus, en de Gasquet et sur la technique des chaînes physiologiques de Busquet. Donc, ça, c'est pareil, c'est passionnant. Il y a des liens dans tout le corps qui sont vraiment sensationnels. Voilà, je me suis donc pas mal formée à côté et j'ai débuté le yoga en 2010. Donc, vous voyez, ça fait déjà quelques années que j'exerçais comme kiné et comme ostéopathe. Et c'est bien que j'ai toujours eu une vision, en fait, déformée du yoga. Hein, et je l'assume. Hein. Ça faisait trop longtemps que j'étais thérapeute et le yoga, quand j'ai débuté, moi, je n'ai vu que tout de suite l'intérêt pour soigner. Hein. Et donc, j'ai vraiment ces œillères là quand je pratique le yoga, c'est clair. Et puis, bon, il y a eu le Covid, il y a eu ma crise de la quarantaine et en 2021, j'ai eu envie de commencer à écrire et à transmettre ces connaissances, donc transversales, euh, aussi bien en thérapie qu'en yoga, qu'en anatomie. Donc, je ne suis pas spécialiste dans tous ces domaines, hein, mais j'ai une bonne connaissance transversale. Voilà. Et alors, pour vous tenir en haleine au niveau anatomique, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ouvrir aucun livre hein, et de vous enseigner uniquement ce que j'avais retenu après mes études. C'est-à-dire que donc, ce que j'ai retenu, j'ai estimé que c'était ce qui m'avait servi, ce qui était utile et qui allait vous servir aussi. Voilà. Alors, on va faire un petit jeu. Vous allez me dire dans le chat où est l'avant sur la photo. Est-ce que c'est le point A ou est-ce que c'est le point B? Allez, je dis bonjour à ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, j'ai des B dans le chat. Que des B. Oh là là, mais auriez-vous vu mes vidéos récemment? Voilà. Et alors, la question, c'est où est l'avant sur la photo? Pardon, je vais vous afficher la question. Voilà. Où est l'avant sur la photo? Alors, B pour la... Eric triche, il dit B pour la pratiquante. Euh, voilà. Donc, c'est bizarre quand même que vous répondiez tous B parce que honnêtement, souvent, l'avant, vous considérez que c'est l'avant du tapis. Donc, a priori, pour monter en Shirshasana, vous étiez à quatre pattes avant. Donc, l'avant de vos tapis est plutôt en A. Ah, merci Insaf. Voilà. Bon, je pense que si on est honnête et si vous étiez en Shirshasana là et que je vous disais mets tes pieds plus en avant, vous auriez sans doute du mal à savoir si vous devez les amener vers le A ou vers le B. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive quand j'essaye d'être en Shirshasana. Voilà. Et j'ai du mal à passer les slides. Et de la même manière, on pourrait se poser la question de savoir si la tête, elle est au-dessus ou en dessous du bassin. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne réponse pour savoir où est l'avant, parce que l'avant, ce n'est pas un terme anatomique, donc on peut décider de dire que c'est soit l'avant du tapis, soit l'avant de la personne, en fait. Hein. Et pareil pour la tête, au-dessus et en dessous, ce ne sont pas des termes anatomiques, donc on peut considérer que la tête, elle est en bas. Hein. Mais vous voyez que ça va porter à confusion et que particulièrement en yoga, comme on prend des postures quand même tout à fait originales, on a vraiment besoin de référentiels et de tous parler de la même chose pour bien se comprendre. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir des différences entre ce qu'on va dire à nos élèves qui
déjà ne comprennent pas le sanskrit et ne comprennent pas non plus le langage anatomique. Donc, on ne va pas pouvoir leur donner des consignes avec du vocabulaire anatomique. Mais entre nous, pour vraiment bien comprendre l'anatomie et bien l'apprendre, il va falloir par contre qu'on se force à utiliser des référentiels et le même langage. C'est ce qu'on va apprendre là. Voilà. Et donc, la première des choses, c'est de comprendre qu'il y a une position anatomique. Et ce n'est pas Shirshasana, la position anatomique. La position anatomique, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à Samastiti, hein, les pieds sont écartés, et les avant-bras sont en supination, donc paume de main vers l'avant. Voilà, donc la position anatomique de référence, c'est donc les avant-bras en avant avec Hasta Bandha engagé. Et c'est assez drôle quand même que ce soit cette position anatomique qui ait été choisie par les anatomistes, parce que l'anatomie, elle s'est construite sur la dissection. Donc, du temps de l'Antiquité, c'était sur des dissections animales, parce qu'on, pour des raisons de croyance, on ne touchait pas au corps, hein. Et ce n'est que vers la Renaissance qu'on a commencé à disséquer des corps humains et qu'on a vraiment beaucoup progressé au niveau de l'anatomie. Et les dissections se pratiquaient allongées. Mais néanmoins, la position anatomique de référence est la position debout. Et actuellement, il y a énormément de progrès en anatomie qui reposent sur l'endoscopie, c'est-à-dire, vous savez, ces petits robots, ces petites caméras qu'on passe à l'intérieur du corps et toute la reconstruction 3D. Ce qui fait que vous avez actuellement des possibilités vraiment pédagogiques au niveau de l'anatomie sensationnelles. Alors, on a défini une position de référence. Ça signifie quoi, cette position de référence? Attendez, il faut que je vous explique ça. C'est que quel que soit le livre que vous allez lire, si on vous parle, on vous décrit un sujet, il est par convention, il est dans la position anatomique de référence. Donc, si on vous décrit quelque chose, c'est toujours dans cette position. Si on vous dit que le cœur est au-dessus du diaphragme, c'est dans la position debout. Voilà, donc le au-dessus ne fait plus de doute à ce moment-là. Et puis, comme l'anatomie est en 3D, on a besoin de 3 plans pour la décrire. Ça, c'est aussi quelque chose que, en général, peut-être vous connaissez, vous avez déjà entendu, mais vous n'avez pas compris ce que ça pouvait vous amener. Alors, chaque plan va définir un type de mouvement. Et si je veux être progressif en yoga, hein, je vais, par exemple, pour l'échauffement, je vais commencer de travailler dans un plan, puis dans l'autre. Une fois que j'aurai bien échauffé un plan de travail, je vais échauffer un autre plan de travail, puis je vais empiler les plans. Et travailler dans un seul plan, c'est comme si on travaillait contre un mur, par exemple, collé contre un mur. Donc, je vous ai pris cet exemple du guerrier B. Dans le guerrier B, je suis appuyée contre un mur. J'imagine que je suis appuyée contre un mur. Et si je veux échauffer mon élève en respectant un seul plan de travail, je vais pouvoir lui proposer tous les mouvements qui vont faire qu'il va rester collé contre ce mur. Par exemple, je vais lui proposer de renverser son guerrier B dans un guerrier au soleil ou un guerrier renversé, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je vais pouvoir lui proposer de passer dans Trikonasana, à condition qu'il reste bien collé contre un mur virtuel dans le dos. Je vais pouvoir lui proposer Parsvakonasana également, parce que je serai toujours dans un plan collé dans le dos. Je vais pouvoir lui proposer une transition vers une demi-lune. Je serai toujours collé contre un mur dans le dos et j'aurai travaillé dans un seul plan de travail. Donc, pour un échauffement, évidemment, là, je vous ai proposé des postures qui étaient peut-être un peu difficiles, mais si je veux explorer complètement un plan, je le travaille de manière donc très physiologique, très naturelle pour l'organisme, très progressive. Voilà. Alors, on va voir le premier plan. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me demander, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, le premier plan, c'est le plan sagittal. Hein, et pour se souvenir de ce nom-là, c'est le plan du Sagittaire. Le Sagittaire décoche une flèche et la flèche traverse le corps d'avant en arrière. Donc,
Je suis traversée d'avant en arrière par un plan, par le plan sagittal, et ça revient finalement à regarder de profil mon sujet. Voilà, comme dans le plan sagittal. Alors, j'imagine donc que mon sujet est de profil et collé contre un mur. Et je vais me réfléchir, je vais me demander quel type de mouvement je peux faire si je suis de profil collé contre un mur. Avez-vous une idée? Dans le chat, je vous laisse me dire. Qu'est-ce que je peux faire comme mouvement si je suis de profil, collé contre un mur? Je dois rester tout le temps collé au mur. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire comme mouvement? Oui, ils savent très bien. Je vais faire une flexion avant. Donc, je vais pouvoir aller en avant de ma position anatomique ou une flexion en arrière. Bon, moi, j'aime pas le terme flexion arrière parce que ça porte à confusion, mais je vais en arrière de ma position anatomique ou en avant de ma position anatomique, ce qu'on appelle vers l'avant une flexion et vers l'arrière une extension. Alors, je vous montre la flexion. Alors, attendez, je crois que là, vous voyez la vidéo? Voilà, donc cette jeune femme est partie en flexion. Donc, elle était debout et elle est partie, on la regarde de profil, donc dans un plan sagittal, on imagine qu'elle reste collée contre un mur et elle va en avant de sa position anatomique, c'est-à-dire en avant de Tadasana, vers la flexion. Et la flexion, c'est la position que va prendre son corps si elle ne fait aucun effort musculaire. Si elle descend, voilà, si elle se laisse choir, elle tombe en flexion. C'est la position aussi du nouveau-né qui a un tonus en flexion. Et je vous ai dit que c'était important de mémoriser ça au niveau des orteils et des doigts. Alors, au niveau des doigts, c'est assez facile de se souvenir que la flexion, c'est ça, c'est assez intuitif, vous ne vous trompez pas. Mais au niveau des orteils, c'est compliqué de se souvenir la flexion et l'extension. J'ai remarqué que c'était un sujet pour les professeurs de yoga. Donc, souvenez-vous du pied du bébé qui a le tonus en flexion. Et donc, ça vous amène latéralement vers la posture de Balasana, la posture de l'enfant, qui est une posture complète en flexion. Donc, vous voyez, si on la regarde bien, flexion de cheville, flexion des orteils, flexion des genoux, flexion des hanches, flexion du rachis, des épaules, du coude, on a dit des mains, et flexion de la colonne cervicale. Voilà. Donc, dans Balasana, je suis complètement en flexion, dans la posture du nouveau-né. Voilà, le coup des orteils. Je ne me lasse pas de regarder ce bébé qui rigole. Ok, donc ça, c'est la flexion. Et ça avait porté à confusion. Alors, attendez. Voilà, j'arrive. Alors, je vais mettre la vidéo en pause. C'est là donc la position sans pesanteur et ça avait porté à confusion par rapport au fait qu'il ne faut pas confondre la position et l'action musculaire. Donc, cette femme-là, elle va vers la flexion, donc son mouvement, donc sa position, c'est la flexion, pardon. Elle est en position de flexion. Mais les muscles qui lui ont permis d'aller vers cette flexion, pas de bol, ce n'est pas les fléchisseurs. Voilà, et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre. Et je vais vous l'expliquer une première fois ici, et je vous l'expliquerai plus tard dans le live encore, mais je vous le dis une première fois là. Cette femme, elle était debout en Tadasana. Elle se laisse tomber. Elle tombe dans la flexion. Donc, si elle ne fait rien, si elle ne fait aucune action musculaire, elle tombe en flexion. Et le travail musculaire qu'elle va faire, ça va être en fait un travail freinateur pour empêcher de tomber trop vite en flexion, parce que personne n'a envie de s'écrabouiller au sol. Donc, elle ralentit la flexion, elle empêche d'aller en flexion trop vite, elle freine la flexion et ce sont donc ces muscles extenseurs qui ont fait un travail freinateur qu'on appelle aussi travail excentrique. Est-ce que c'est très important de savoir quel muscle a fait le travail musculaire? À mon avis, oui.
surtout s'il y a des douleurs et des pathologies, des lésions. Mais je reconnais que c'est la partie la plus difficile à comprendre. Et la première des choses à faire, c'est de connaître les mouvements. La deuxième des choses à faire, c'est de comprendre quels sont les muscles qui travaillent et dans quel style de contraction. Donc là, on a vu que c'était, vous pouvez retenir simplement ça pour l'instant. Elle a freiné sa descente, elle a freiné sa descente, elle a fait un travail freinateur. Essayez déjà de retenir ça pour l'instant. Je pose particulièrement la question à Eric, s'il est toujours là. Est-ce que c'est plus clair pour toi comme ça? Ok. Et la confusion, donc, venait précisément du fait qu'il ne faut pas confondre la position. Je suis en position de flexion. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un muscle fléchisseur qui m'y a amené. C'est ça qui est compliqué. Et je vais tout savoir là-dessus, hein. Alors après, il y avait donc le deuxième mouvement dans le plan sagittal, c'était l'extension. Alors l'extension, je vais donc en arrière de ma position anatomique. Et là, je remercie mon ami Alex qui nous a fait cette belle démonstration d'extension. Voilà, donc je vais en arrière de la position anatomique. Et finalement, dans le plan sagittal, j'ai deux mouvements, soit la flexion, la position de Balasana du nouveau-né, soit l'extension, je lutte contre la pesanteur. Voilà, par définition. C'est le mouvement opposé à la flexion. C'est le redressement, c'est la position érigée. Voilà. Donc, essayez déjà, quand vous observez une posture, de vous demander si l'articulation de la hanche est en position de flexion ou d'extension. Je vous dis la hanche, mais j'aurais pu vous dire le coude. Donc, la flexion, je le rappelle, c'est tout ce qui va amener dans la position du nouveau-né vers la boule, vers le refermement. Et l'extension, c'est tout ce qui va amener vers l'ouverture, vers le redressement, vers l'agrandissement. D'accord? Donc, essayez de raisonner articulation par articulation. Tiens, dans quelle position se trouve mon articulation? Et ensuite, dans un deuxième temps, quand vous aurez un peu plus compris, vous essayerez de mettre le muscle. C'est ce qu'on va voir. Alors, on a fait un plan. Il en reste deux. Les deux autres sont plus faciles, enfin, surtout le dernier. Alors là, on va voir le plan coronal. Le plan coronal, c'est celui qui passe par la couronne. Hein, couronne coronale. Mais honnêtement, moi, je ne trouve pas ça très clair, la couronne. Ça ne me parle pas. Parce que la couronne, c'est rond. Alors, ça peut passer n'importe où. Donc, je préfère utiliser le terme frontal. Ça passe, c'est le plan qui passe par le front. Ou le terme du serre-tête. Donc, le plan, je remplace la couronne par un serre-tête et j'imagine le plan qui passe par le front ou par le serre-tête. D'accord? Pour moi, c'est plus clair comme ça. Donc, finalement, ça revient à regarder un sujet dans un plan de face ou de dos. Et je vais donc coller mon bonhomme je vais coller mon élève contre un mur. Je vais le regarder de face. Il est donc dos au mur. Il n'a pas le droit de se décoller du mur. Et on va voir quel mouvement il peut faire. Alors, je vais répondre. Il y a à INSAF, il y a plus d'engagement musculaire dans l'extension que dans la flexion. Pas du tout, INSAF. On peut faire une extension. Alors attends, la question est, on peut faire des flexions très intenses. Par exemple, tu peux t'allonger sur le dos et venir te mettre en boule. Donc, tu vas faire un travail abdominal assez intense, ou par exemple, tu vas faire un Navasana, c'est très intense, tu vas aller dans de la flexion très intense. Et l'extension, est-ce que tu peux la faire de manière... Ouais, l'extension, c'est toujours un peu plus difficile, c'est vrai. À moins, ouais, à moins voilà, d'aller très facilement vers l'arrière, mais le sphinx, ouais, voilà, c'est une des contractions les plus simples. Tu peux être, on peut imaginer, voilà, le plus simple, je pense, ce serait en extension, c'est d'être allongé sur le côté. Je suis allongée sur le côté, j'ai la main sous la tête et je recule une jambe en arrière. Donc, je vais bien vers l'extension
Le fait que je sois allongée sur le côté, je n'ai pas de pesanteur, donc c'est assez facile. Voilà. On pourrait aussi imaginer qu'on soit allongé au bord d'une table et qu'on laisse tomber une jambe en extension. Donc, tu vois, là, la jambe, elle tomberait en extension toute seule et il n'y aurait pas de travail actif. Donc, je comprends votre confusion parce que c'est vrai que globalement, il y a plus de d'efforts musculaires dans l'extension que dans la flexion, où en général, la pesanteur, elle aide la flexion, en général, plus que l'extension. Mais en réalité, tu peux faire dur, tu peux faire de l'engagement musculaire fort, aussi bien en flexion qu'en extension. C'est juste une histoire de positionnement du corps et de compréhension de la pesanteur. C'est compliqué, ça vient progressivement. Est-ce que c'est clair, Insaf, ou est-ce que tu veux que je reprécise? Je pense que j'ai été claire. Donc, en attendant sa réponse, je vous propose de me dire dans le chat, donc, dans ce plan frontal, donc, je regarde de face mon élève. Il est collé au mur. Il a le dos collé au mur. Il n'a pas le droit de se décoller du mur. Qu'est-ce qu'il peut faire comme mouvement? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Au niveau des membres, par exemple. Oui, une flexion latérale. Merci, Babou. Donc, effectivement, à partir de la position anatomique, il va pouvoir se pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, au niveau du rachis, on appelle ça une inclinaison. Et au niveau des membres, oui, très bien. Le Guern, il pourrait faire la posture de l'arbre, effectivement, il resterait. Donc, au niveau des membres, la posture de l'arbre, au niveau de la hanche, c'est une abduction essentiellement. Voilà. Et au niveau des bras, une ouverture. Non, alors l'antépulsion des bras, ça ne marche pas parce que la flexion des bras ferait que le bras serait loin du mur, se décollerait du mur. Il doit vraiment rester collé au mur. Donc, ce mouvement-là s'appelle une abduction. Je vous mets la slide pour que vous ayez le terme. Alors, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, donc vous voyez, je regarde mon sujet de face, il est collé au mur et il peut écarter ou rapprocher les membres l'un de l'autre et il peut incliner son dos de droite à gauche. Voilà, alors écarter, rapprocher, ça s'appelle abduction et adduction. Et ça marche aussi bien au niveau du rachis qu'au niveau de l'épaule. Abduction pour écarter et adduction pour rapprocher. Et pour le rachis, il se penche à droite ou à gauche, il fait des inclinaisons. J'ai une photo qui arrive. Voilà, il s'incline. Donc ça, je suis dans le plan frontal. Voilà. Ok, on continue. Le dernier plan, rassurez-vous. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais après, on va comprendre en yoga ce que ça peut nous importer. Le dernier plan, on a de la chance. Il porte un nom facile à comprendre, c'est le plan horizontal. Donc, j'ai coupé mon bonhomme sur un plan horizontal et le mouvement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous voulez me dire dans le chat si vous vous souvenez du mouvement, prenez un axe vertical, la perpendiculaire au plan pour bien vous le remémorer. Et ce que je vais pouvoir faire, ce sont des rotations. Je vais fixer le bas et je vais tourner autour de ce plan. Donc, je vais faire des rotations. En anatomie, on parle de rotation. Et en yoga, on dit torsion. Exactement, c'est ça. Voilà. La torsion, c'est un terme yogique qui n'existe pas en anatomie. En anatomie, on dit rotation. Mais moi, je n'ai pas compris s'il y avait des différences et je ne pense pas qu'il y en ait. Et je vous avais illustré ça par une petite vidéo, pardon, je ne l'ai pas remise, avec ce plateau de crêpes qui tournait. Vous savez, c'est une série de vidéos que j'ai fait un mot d'anatomie par jour. Je vous les remettrai tout ensemble sur une playlist bientôt. Et donc, j'avais expliqué chaque terme anatomique. Voilà. Donc, dans ce plan horizontal, je vais faire des torsions. Et
à votre avis, à l'échauffement, puisque je vous ai dit qu'à l'échauffement, moi, quand j'essaie d'échauffer un corps, parce que j'ai un public fragile autour de moi, je vais commencer par un seul plan. Alors, à votre avis, par quel plan je commence? J'ai le choix entre le plan sagittal, j'ai le plan frontal. Donc, dans le plan sagittal, je vais faire flexion-extension. Dans le plan frontal, je vais faire des inclinaisons, des abductions et j'ai les torsions. Alors, peut-être, vous savez, voilà, vous avez tendance à dire sagittal, ouais, et bien, je vous félicite. Et peut-être, en tout cas, je pense que ce qui était évident pour tout le monde, c'est que personne n'aurait commencé par les torsions, hein. Je pense que tout le monde a la culture de, voilà, le plan, les torsions, c'est pas que c'est un mauvais plan de travail, c'est que c'est un plan de travail plus contraignant pour le rachis. Donc, on essaie de s'échauffer d'abord dans les autres plans avant d'amener les torsions. Voilà, donc je commence bien par le plan sagittal. Donc, je fais faire toutes les flexions-extensions, que ce soit au niveau des membres, au niveau du rachis. Et puis après, je rajoute le plan frontal avec les inclinaisons. Et en dernier, le plan horizontal. Et là, c'est vraiment là que je voudrais vous alerter. Quand je commence à faire travailler les torsions avec mon public sensible, je commence par lui proposer des torsions pures, c'est-à-dire j'essaye de n'avoir qu'une torsion. J'essaye de ne pas combiner une torsion plus une flexion ou une torsion plus une inclinaison qui serait un cumul de plusieurs plans. J'essaie de rester rigoureuse dans un seul plan de travail. Alors, vous voyez, là, je vous ai proposé des postures qui, globalement, respectent un seul plan de travail. Vous voyez, je commence par cette jeune femme qui est assise, qui fait une torsion. Elle est bien verticale, elle fait uniquement une torsion pure. Il n'y a pas de flexion, il n'y a pas d'inclinaison associée. Ici, dans Parsva Konasana, pareil, je fais une flexion pure. Une torsion pure. Alors, attendez, hop, je m'embrouille peut-être dans le nom en sanskrit des postures. Voilà, j'ai voulu faire ma maligne et du coup, je ne me repère pas. Bon, Parsva Konasana, je pense que c'est celle du haut et celle-là, c'est Parsva Konasana en torsion. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Trikonasana, on a déjà dit, hein, c'est bien, c'est pur, voilà. Et enfin, j'ai une inclinaison plus une rotation, donc c'est déjà plus intense. Excusez-moi, je suis un peu distraite. Et puis ici, là, j'ai bien simplement une torsion. Et dans la chaise, j'ai également juste une torsion. Le problème, c'est que ça, ce sont des gens qui font bien les postures, comme vous, en tant que prof. Donc souvent, le prof, lui, il respecte le plan. Il est dans une torsion pure, alors que l'élève, surtout si l'élève il est raide ou il est fragile, l'élève, lui, le seul moyen de faire, ça va être de combiner plusieurs plans. Donc, je vais avoir, par exemple, typiquement dans la chaise, en torsion, je vais avoir des élèves qui ont le dos rond, donc en flexion, plus en torsion. Alors, ça veut dire que moi, en tant que professeur ou parce que j'ai bien une bonne conscience, je vais réussir à être rigoureuse, à être que dans un plan de travail, alors que mon élève, lui, va se retrouver à combiner des plans. Donc, finalement, alors que lui, il est plus fragile, il va faire quelque chose de plus intense pour lui. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux et connaître les adaptations pour que vos élèves, eux aussi, travaillent bien, du moins à l'échauffement, dans des plans vraiment stricts. OK. Avez-vous des questions par rapport à ça? Sinon, on continue par... OK, c'est clair. Merci, Claire. Sinon, on continue par un petit peu de vocabulaire. Droite et gauche en anatomie. Alors, voilà, c'est du vocabulaire indispensable que vous allez croiser tout le temps. Droite et gauche, c'est bien, on commence simple. Il faut juste quand même savoir un petit détail, c'est que la droite, c'est la droite du sujet. Donc, la main droite, elle est à gauche sur le schéma. Voilà, bon, une fois qu'on a compris ça, on le sait. Proximal et distal. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il me semble que ça fait typiquement partie des mots que vous allez lire quand vous allez lire un livre d'anatomie en croyant le comprendre, mais sans vraiment bien le comprendre. Voilà, c'est-à-dire ça ne vous choque pas, mais vous ne comprenez pas le sens profond du terme. Donc, proximal, ça signifie proche. Hein, ça dérive de proche,
proximal et c'est donc proche de la racine du membre. Donc, vous allez typiquement trouver dans un livre d'anatomie les descriptions des insertions musculaires et vous allez lire l'insertion proximale du quadriceps est, voilà. Et donc, vous allez savoir qu'on parle de l'insertion qui est la plus haute, puisqu'on parle du quadriceps, d'accord, la plus proche de la racine. Et l'insertion distale, ce sera l'insertion la plus éloignée de la racine du membre, la racine du membre. Voilà. Cranial et caudal. Eh bien, c'est pour justement éviter les difficultés qu'on a eues dans Shirshasana tout à l'heure avec le haut et le bas. On va dire cranial, ça vient du crâne, d'accord? C'est ce qui est en direction donc, de la tête. Et caudal, c'est ce qui est en direction de la queue, du coccyx. Coccyx, caudal, queue. D'accord? C'est la même terminologie. Donc, vous voyez sur ce schéma, j'ai une insertion crâniale, une direction crâniale et une direction caudale. Je vais pouvoir parler d'antérieur, hein, donc le plan antérieur, c'est celui du sujet, c'est celui qui est à son avant à lui, et on peut aussi utiliser le terme de ventral, hein, qui dérive du ventre, c'est ce qui se rapporte au ventre, donc ce sera toujours ce qui est à l'avant du sujet. Et puis l'opposé, ça va être dorsal ou postérieur. Alors, moi, j'aime pas trop utiliser le terme dorsal pour décrire postérieur parce que ça porte un peu à confusion parce que dorsal, c'est le dos, certes, mais le dos en anatomie, c'est aussi uniquement cette région du dos, vous savez, autour des omoplates. Donc, je pense qu'il vaut mieux utiliser le terme postérieur pour être plus clair. Après, vous n'avez pas de chance parce qu'il y a eu des changements de nomenclature pour uniformiser justement la nomenclature. Donc, avant, quand on disait interne, on parlait par exemple toujours, si je prends l'exemple du quadriceps, on parlait de son chef interne, donc c'est vers l'intérieur de l'axe du corps, interne. On n'utilise plus ce terme-là et on dit maintenant médial, médial ou médian. Ça équivaut à interne. Donc, on va dire une rotation interne ou une rotation médiale. Et ça aussi, c'est typiquement le genre de mot qui porte à confusion. Médial, médian, on comprend un peu, mais il faut vraiment être clair sur le fait que c'est proche du centre du corps, de l'axe du corps, hein, médial et latéral. Supérieur et inférieur, bon, ben, au moins deux termes qui sont clairs. Et superficiel et profond, donc superficiel, ça va être proche de la peau et profond, donc en profondeur dans le corps. Donc, ces termes-là semblent assez simples. Néanmoins, quand vous les lisez dans les livres, il faut vraiment en peser la signification. Alors, je vous refais le coup. Le haut, le bas, ben, on s'en fiche. Hein, et l'avant, on ne va plus parler comme ça maintenant. On va dire cranial ou antérieur. Moi, si je vous guide dans Shirshasana, je vais vous dire avance tes pieds en antérieur. Voilà. Vous savez où est votre antérieur. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais je vous le dirai à vous si vous êtes formé en yoga, mais je ne le dirai pas à mes élèves qui, eux, ne me comprendraient pas. Voilà. Alors, François, pardon, Claire, excuse-moi, je n'avais pas vu ton message. Les flèches marron. Les flèches marron. Ah oui, dorsale et plantaire. J'avais pas vu. Donc, dorsale et plantaire. Donc, plantaire, c'est la plante du pied. Hein, ça existe aussi au niveau de la main. Donc, c'est la paume de la main. Donc, au niveau de la paume de la main, on va dire palmaire. Hein, oui, voilà, c'est marqué sur le schéma. Palmaire. Au niveau du pied, quand on parle du dessous du pied, on va dire de la plante du pied, l'adjectif, ça va être plantaire. Et dorsal, c'est le dos du pied. On aura le même au niveau de la main, le dos de la main. Voilà. Excusez-moi, je n'avais pas vu. OK. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, si je dois vous décrire précisément une instruction, un guidage de mouvement, je vais préférer utiliser un terme anatomique plutôt qu'amener de la confusion. Voilà, je vais dire, je vais pas dire pousse tes pieds en avant puisqu'on est complètement perdu. Je vais dire, soit je vais dire à ton avant à toi, hein, mais bon, si c'est un élève, soit je vais dire en antérieur. Et donc, ça m'amène à cette problématique du guidage des consignes.
avec les élèves qui, eux, donc, ne maîtrisent pas ce vocabulaire anatomique. Moi, je pense qu'il y a quand même 2 termes au minimum que vous devez leur enseigner, c'est l'antéversion et la rétroversion. Parce que sans un placement correct du bassin, il est quasiment impossible de bien guider les postures. Enfin, bon, moi, c'est mon dada, hein, l'alignement. Voilà, je ne laisse pas un élève mal positionné dans une posture. Et s'il ne comprend pas comment positionner son bassin, je suis perdue. Donc, j'éduque énormément mes élèves à maîtriser les termes antéversion et rétroversion. Alors, ce sont des basiques qui posent toujours problème. Donc, anté, ça dérive de antérieur, de avant, d'accord? Donc, l'antéversion, c'est la bascule en avant du bassin. Et c'est là que ça se complique. Parce qu'il faut savoir que la bascule en avant, elle a été décrétée de manière conventionnelle par le déplacement de ce point-là qui est l'épine iliaque antéro-supérieure. Attendez, je vous montre. Ne partez pas en courant. Voilà. Attendez, c'est où mon schéma? Ah, je ne vous montre pas, alors je ne l'ai pas mis là. Pardon, alors Juste avant. on la retrouvera plus tard, hein. On la retrouvera plus tard dans une autre slide. Je vais vous la guider manuellement. J'imagine que vous êtes assis. Donc, vous allez mettre les mains à votre taille. Vous allez mettre les pouces dans votre dos, en arrière. Et vous allez avoir les doigts longs, les autres doigts, qui viennent en avant sur le bassin. Et vos doigts longs, ils vont venir contacter 2 os à l'avant, assez saillants, qu'on appelle les épines iliaques antéro-supérieures. Eh bien, en anatomie, on a décrété que c'était le déplacement de ces épines iliaques qui définissait le mouvement du bassin. Si j'amène mes épines en avant, je fais une antéversion, je les bascule en avant. Si vous avez du mal à mémoriser ça, c'est pas grave. Moi, voilà comment je l'explique à mes patients. Je leur dis, mettez vos mains à la taille. Imaginez qu'entre vos mains, ce n'est pas votre bassin, mais une bassine pleine d'eau. Si vous faites couler l'eau en avant, si vous renversez votre bassine vers l'avant et que l'eau coule devant vous, vous faites une antéversion. Et si vous faites couler l'eau derrière vous dans votre dos, vers les fessiers, vous faites une rétroversion. Voilà, je les éduque comme ça, hein. Voilà, la bascule en arrière, vous voyez, c'est l'épine iliaque antéro-supérieure qui recule. Une autre manière de dire, c'est si j'avais une bassine pleine d'eau, l'eau coulerait à l'arrière. Rétroversion, pour rétro, c'est postérieur, dorsal. Voilà, donc le IAS bascule en avant de l'antéversion. Là, je suis en neutre et là, je vais en rétroversion. OK. Très important en pilates de chercher le neutre. Voilà. La bassine, hein, c'est clair. Oui, Pascal, merci. La bassine, c'est clair pour tout le monde. Je peux vous assurer que j'ai testé plein de manières de guider et la bassine, c'est clair pour tout le monde. Debout. Voilà. EIAS, ça veut dire épine iliaque antéro-supérieure. Alors, je pensais avoir préparé un slide, c'est juste qu'il ne doit pas être dans le même bon ordre. Je te l'écris dans le chat. Mais on a toujours des patients qui ne comprennent pas, qui ne mémorisent pas, et puis il leur faut quand même aussi un certain temps pour comprendre la consigne, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'au premier cours de yoga, vous leur avez expliqué ce qu'était l'antéversion qu'ils s'en souviendraient, qu'ils s'en souviendront la prochaine fois. Voilà. Et puis, comme dit INSAF, la bassine aussi, ça marche bien assis ou debout, mais si on est à 4 pattes ou à plat dos, c'est déjà moins évident de comprendre où va couler l'eau, hein, d'accord? Donc, il faut utiliser un vocabulaire aussi imagé pour nos patients et nos élèves, pardon. Et là, vous trouverez le vocabulaire qui vous convient. Moi, j'utilise souvent cambrer, décambrer. L'antéversion donc amène vers la cambrure. Rentrer le coccyx, rentrer la queue du chat entre les jambes. Vous êtes un chat, vous rabattez la queue entre les jambes, hein, ça fait une rétroversion assez spontanée. Le seau d'eau, la bassine, les étiquettes. Alors ça marche quand on est assis.
Je dis à mes patients, je leur dis coller l'étiquette du legging ou de la culotte contre la table, contre votre assise, et ça leur fait faire une rétroversion. Hein. Et ça, vraiment, moi, je l'ai écrit d'ailleurs récemment dans un article où j'avais eu des élèves qui étaient venus me voir, qui étaient des grands pratiquants de yoga, enfin qui pratiquaient déjà depuis quelques années. Hein. Un, ça faisait 4 ans qu'ils faisaient du yoga et l'autre, je crois que ça fait plus de 10 ans. Ils viennent me voir. Donc moi, ce n'est pas vraiment des cours de yoga, c'est plutôt de la gymnastique que je fais, si vous voulez. Ils viennent me voir pour mieux comprendre le placement du dos, enfin ce yoga postural. Et j'étais vraiment stupéfaite de voir qu'aucun des deux ne maîtrisait ce qu'on appelle les bascules du bassin ou antérétroversion du bassin. Il n'y en a aucun des deux qui maîtrisait. Et c'est assez typique des hommes. En général, les femmes ont moins de difficultés à maîtriser ces versions du bassin. Voilà, alors moi, je ne peux pas travailler avec des gens qui ne maîtrisent pas le placement du bassin. C'est un prérequis vraiment important. Donc, on a commencé par faire ça. Ma foi, au bout de 3-4 semaines, c'était acté. Ils arrivaient à maîtriser le bassin. Alors, debout, jambes pliées. Maintenant, en chien, la tête en bas, c'est autre chose. Hein, d'accord? C'est encore tout un apprentissage. Là, il faudra plus de temps. Ou bien en Paschimottanasana, comprendre dans quelle position est son bassin, c'est très compliqué pour les patients. C'est pour ça qu'il faut des images. Mais par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Pascal. C'est vrai que le langage imagé est plus parlant pour les élèves, mais à un moment donné, pour progresser, pour être plus fin dans ses consignes, je trouve intéressant qu'ils maîtrisent ces termes d'antéversion et de rétroversion. Maintenant, moi, j'ai cette opinion-là parce que je les maîtrise très bien, mais s'il y a des professeurs qui déjà ne sont pas très sûrs d'eux sur le sens, l'antéversion, la rétroversion, bon, ben, je comprends qu'ils ne s'embêtent pas à essayer de les enseigner à leurs patients, mais je trouve que c'est un tort parce que à leurs élèves, pardon, mais je trouve que c'est un tort parce que ça amène beaucoup de précision dans le guidage. Voilà, alors, on a donc dit que notre première étape, c'était de savoir lire le mouvement. Qu'est-ce que je fais comme mouvement? Là, par exemple, est-ce que je fais une flexion du dos? Alors, j'ai un oui, j'ai un non. Et j'ai un non. Alors, effectivement, non. Je ne fais pas de flexion du dos. Je fais une flexion dans les hanches. Hein, donc, mon rachis est droit. Je fais une flexion uniquement dans les hanches. Ici, c'est pareil. Et je vous remercie de vous être trompé dans le chat. Et trompez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, ce n'est absolument pas grave. Je vais vous montrer ensuite ce qu'est une flexion du rachis. Et c'est la première étape, c'est de savoir lire dans quelle position est le corps. Donc, là, je suis en chien, la tête en bas, dans la deuxième image. Je suis donc en flexion de hanche encore une fois, mais mon rachis n'est pas en flexion. Il est droit, aligné, comme vous voulez. Moi, si je fais le chien la tête en bas, il sera comme ça. Mais mon élève, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas comme ça. Voilà, pas de problème, Isabelle. Mon élève, il y a de fortes chances pour que mon élève, lui, se mette en flexion de rachis. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dire flexion du bassin, me demande Céline. Non, la flexion du bassin, ça n'existe pas. On dit antéversion ou rétroversion, mais on ne dit pas flexion du bassin. Je suis en flexion dans ma hanche. Pour le dire un peu plus encore de manière anatomique, je suis en flexion dans ma coxofémorale. OK. Donc, je veux avoir un dos droit. Je veux pas en chien la tête en bas, je ne veux pas de flexion dans mon rachis. Et pour le guider, ça, pour l'obtenir chez mes élèves, on est d'accord, vous avez sans doute les mêmes élèves que moi. Hein, ils ont le dos rond quand ils vous font les chiens la tête en bas. Pour le guider, il faut que je guide au niveau du bassin une antéversion. Parce que sinon, automatiquement, ils se placent tous en rétroversion dans le bassin. Et c'est là que ça va être compliqué de guider ce mouvement du bassin. Parce que comment le faire comprendre là? Hein, alors, en général, le plus simple, c'est de dire plier les genoux et cambrer. En général, c'est comme ça que vont comprendre les gens. Et puis, progressivement, on va leur dire, vous voyez, c'est une antéversion du bassin.
on ne sera pas coccyx vers le ciel, voilà, si ça vous parle. Alors, moi, j'utilise des fois aussi cette image. Je dis, vous imaginez que vous avez des ampoules sous les fessiers et vous essayez d'éclairer le plafond. Voilà. J'ai une patiente aussi un jour qui m'a inventé sexy position. Voilà, mais ben, ça marche, à condition de plier les genoux avant. Mais entre nous, on comprend maintenant que ce qu'on cherche à obtenir, c'est de sortir de la rétroversion du bassin. Voilà, donc là, est-ce que j'ai une flexion du rachis? Bon, je ne vais pas vous la faire 106 000 fois. Hein. Alex, il est capable d'être en... Voilà. Alex, il est capable d'être en Uttanasana sans trop de flexion, hein, sans même du tout de flexion. Alors que regardez si c'est moi qui l'a fait. Hein, vous avez vu comme je suis raide. Moi, il n'y a pas de problème. Hein, il y a de la flexion. Ça veut dire que c'est ça qui est vicieux, c'est que pour la même posture, enfin lui il est en Ardha Uttanasana, mais pour la même posture, regardez, je vous ai mis une pratiquante très souple. Hein. On fait la même posture toutes les deux et elle a quasiment pas de flexion au niveau du rachis. Oui. Et moi, j'ai énormément de flexion au niveau du rachis. Donc finalement, ça ne sert à rien d'apprendre la description anatomique de la posture dans le livre. Est-ce que dans Uttanasana, on est en flexion ou pas de rachis? Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que fait mon élève. Mon élève, lui, est-ce qu'il est en flexion ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est ça, savoir lire la flexion, le mouvement du corps, la position du corps. D'accord? Donc Insa me disait, oui, j'ai une extension là au niveau des cervicales. Ça, donc je vous ai déjà répondu et je vous ai déjà donné les guidages précédemment. Ah oui, il y a un autre guidage, vous voyez, que j'avais oublié. Je dis basculer en avant comme un Playmobil, garder le dos droit comme un Playmobil. Et bon, mes patients, ils ont fini par intégrer ce que ça voulait dire. Voilà, et quand je veux obtenir ça, un dos rond en lombaire, je dis enroulez-vous depuis la tête, vertèbre après vertèbre. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. C'est juste, ce n'est pas du tout le même objectif. Et je ne cherche pas à faire la même chose du tout dans les deux cas. Voilà. Donc, c'est ma première étape. Je dois savoir où se fait la mobilité. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui a bougé dans le corps? Comment sont placées mes articulations? Et pour ça, ben, je suis obligée de connaître un petit peu l'anatomie. Voilà. Donc là, on va revoir un exemple aussi très courant dans Paschimottanasana. Je peux faire Paschimottanasana avec un rachis aligné. Bon, je pars de Dandasana, ou bien avec un rachis en flexion. Et voilà, peu importe la théorie, hein, la théorie, évidemment, elle est là, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'est en train de faire mon élève, hein, et comment je peux le guider pour qu'il aille vers plus de justesse. Donc là, vous savez, pas de rétroversion du bassin, donc on lui fait plier les genoux et on va essayer d'obtenir une flexion qui se fasse vraiment dans les hanches et pas que dans le rachis. Ah, bah regardez, ça y est, j'ai retrouvé mon diapo sur l'épine iliaque antéro-supérieure, donc qui est par définition, qui guide le mouvement d'antéversion ou de rétroversion. Donc j'ai la crête iliaque et à l'avant de la crête iliaque, donc on l'a palpée avec nos doigts longs, j'ai le IAS. On la voit très bien, elle est saillante souvent chez les femmes, elle est souvent saillante là, à l'avant. OK? Donc, c'est le déplacement de cette partie-là du bassin en avant qui définit l'antéversion ou en arrière qui définit la rétroversion. Oui, parce que souvent il y a confusion parce qu'on ne sait pas que c'est cette partie-là qui doit se déplacer et souvent les gens pensent au coccyx. Bon, je ne veux pas trop vous embrouiller. Alors, donc ça c'est juste un petit rappel. On a vu que le rachis il faisait soit une flexion, hein, soit une extension dans le plan sagittal, soit une inclinaison dans le plan frontal, soit une rotation ou une torsion dans le plan horizontal. Et déjà, au niveau du rachis, maintenant, vous êtes capable de décrire tous les muscles, tous les mouvements. Pardon, je suis un peu distraite quand je lis le chat en même temps.
Donc, on va être capable de décrire tous les mouvements du rachis déjà en sachant les décomposer comme ça et en gardant à l'esprit pour notre pratique qu'il vaut mieux travailler plan par plan au début de la séance pour s'échauffer. Particulièrement de faire attention à vos élèves. Parce que vous savez le faire, travailler que dans un plan. Vous avez appris. Mais est-ce que vous savez le guider à vos élèves? Est-ce que vous le faites? Parce que le plus souvent, c'est ça que j'observe, c'est que le prof de yoga, vous avez la bonne connaissance, mais rarement, vous êtes exigeant avec vos élèves. Typiquement, dans Paschimottanasana, vous avez souvent des élèves qui sont assis en rétroversion de bassin. Je vais vous remettre la photo. Et pour autant, il est très rare, donc vous avez beaucoup d'élèves qui se retrouvent dans ce cas-là. Vous connaissez très bien la théorie. Vous savez qu'il faut plier les genoux, bien qu'il faut surélever en vous asseyant sur un bloc. Mais honnêtement, sincèrement, combien d'élèves vous laissez quand même, malgré tout, dans cette position-là, dans vos cours? Bon, il est très rare que vous alliez jusqu'au bout de la démarche, d'aller jusqu'à l'exigence d'être du bon placement, du bon positionnement dans le cours. Alors, Claire me dit, pour le plan sagittal, j'aime l'idée en faisant imaginer qu'on s'adosse à un mur. Tout à fait. Voilà, j'aime beaucoup aussi utiliser l'image du mur derrière soi pour comprendre. Allez, on continue et on va essayer de mettre les structures en présence. Alors, c'est pareil parce que quand vous lisez un livre d'anatomie, vous lisez l'os, le ligament, le tendon, vous croyez plus ou moins comprendre, mais vous ne connaissez pas les différences de fond sur ces tissus-là. Et du coup, vous avez une compréhension en général partielle de ce que vous lisez. En général, hein, peut-être pas pour tout le monde. Alors, la première chose que je vais vous apprendre à différencier, c'est l'os et le cartilage. Alors, on va le repérer sur les schémas. Il y a quand même quelque chose qui va vous aider en anatomie, c'est qu'il y a plus ou moins un code couleur communément admis, c'est-à-dire que dans tous les livres d'anatomie, les mêmes structures auront plus ou moins la même couleur. Donc l'os sera toujours représenté en jaune et le cartilage, vous voyez, c'est cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Cette partie-là de cartilage, elle est bleue ou gris. Ah, vous ne voyez pas ma souris. Voilà. Ok, je reviens. Pardon. Donc, l'os en jaune et le cartilage qui est ici, voilà, est toujours représenté en bleu dans les schémas d'anatomie. Ensuite, on a le ligament qui est toujours représenté en vert. Je vais vous expliquer. Et on va apprendre à faire la différence entre un ligament et un tendon. Le tendon est ici. Il est représenté en bleu-gris. Et le corps musculaire, le muscle, est représenté, la chair musculaire, en rouge. Et on va apprendre également à faire la différence entre un muscle étiré ou un muscle contracté. Voilà. Alors, d'abord, la différence fondamentale entre l'os et le cartilage. L'os, contrairement à peut-être ce que vous imaginez, c'est un tissu extrêmement vivant. Il n'est pas inerte. Vous voyez qu'il est vascularisé. Il y a des artères et des veines qui le nourrissent. Il y a 3 types d'os. Bon, on s'affiche un peu. Il y a des os longs dans la cuisse, par exemple le fémur. Il y a des os plats comme l'omoplate. Puis il y a des os courts comme les vertèbres. Ok, on en a 206. Ça me fait une belle jambe. Ça constitue le squelette. Et il y a un rôle mécanique à l'os qui est simplement de permettre le déplacement, la locomotion, voilà, le déplacement, le mouvement. Il a un rôle protecteur. Par exemple, le crâne va protéger le cerveau, les côtes protègent le cœur et les poumons. Et puis, il a un rôle dans le métabolisme, puisque l'os est une réserve de calcium et de phosphate. Et puis, il permet de synthétiser les cellules du sang. Bon. Au final, l'os est donc un tissu vivant avec une grande capacité pour se régénérer et il est à la fois rigide et élastique. Donc, il a des propriétés mécaniques très particulières. Sa pathologie précise, c'est la fracture. La pathologie de l'os, par excellence, c'est la fracture. Je casse l'os. Et bien, ça pose finalement assez peu de problèmes. L'os se régénère très bien.
donc d'une très bonne capacité de vascularisation, de régénération de l'os. Et la zone de contact entre deux os s'appelle l'articulation. Sur l'articulation, vous allez voir que la zone de contact, elle est encroûtée de cartilage parce que les deux os, l'un contre l'autre, ça ferait mal et ça ne permettrait pas le mouvement, ça ne permettrait pas le glissement. Donc, il y a ce tissu là, vraiment unique qui est du cartilage, qui a une couleur blanche nacrée et que vous avez déjà vu quand vous avez désossé un poulet, vous voyez bien le cartilage. Ça permet le mouvement entre les deux os sans douleur. Cette ligne entre les deux os s'appelle l'interligne articulaire et vous pouvez remarquer que l'articulation est emballée et manchonnée dans ce qu'on appelle la capsule. C'est la capsule articulaire. C'est donc une sorte de manchon, un tissu autour de la capsule. Et à l'intérieur, j'ai du liquide synovial qui nourrit mon cartilage et qui le lubrifie. Ça veut dire que mon cartilage, il n'est pas vascularisé. Il n'y a pas d'artères et de veines qui le nourrissent. Ça veut dire qu'il peut très peu se régénérer. Rien à voir avec l'os. Et ça, il faut vraiment que vous compreniez la différence. Le cartilage, il doit absolument être respecté parce qu'il ne va pas pouvoir se régénérer. La maladie du cartilage, quand il vieillit, s'appelle l'arthrose. Voilà. Et je vais vous montrer un schéma avec de l'arthrose. Voilà, ici. Vous voyez que ici, j'ai un cartilage qui s'est dégradé, qui s'est tellement dégradé que j'ai ce qu'on appelle une géode, un trou qui s'est formé. Je n'ai carrément plus de cartilage. Et j'ai des débris osseux ou de cartilage qui se sont mis dans l'articulation. Évidemment, ça fait mal. Et bien, malheureusement, on n'a pas trop de solutions pour régénérer ce cartilage. Ça veut dire que la seule solution, c'est la prévention. Je dois respecter mon capital cartilagineux. Et comment faire? Eh bien, je peux le faire en ce qui nous concerne en yoga, en respectant le mouvement juste, la physiologie. Alors, il y a plein d'autres manières. Manger sainement, on sait que ça contribue. Faire du sport, mais pas trop, de manière intensive. Ne pas être en surpoids, tout ça, c'est des choses qui contribuent à préserver son cartilage. Mais pour ce qui va nous concerner, nous, en yoga, c'est de savoir proposer des mouvements justes. Donc, le truc typique, l'erreur typique en yoga, c'est l'hyperlaxité. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, j'ai écrit tout un article dessus, mais je le redis parce que l'hyperlaxité, elle donne un avantage énorme aux pratiquants de yoga. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui se tournent vers le yoga parce qu'ils sont hyperlaxes et encore plus qui deviennent profs de yoga parce qu'ils sont hyperlaxes. Je l'ai souvent dit et je le redis, je pense que 99% de mes profs de yoga sont des gens hyperlaxes. Voilà, je n'ai vu très peu des profs de yoga qui étaient de morphologie raide ou normalement souple. La plupart, vraiment, sont des gens hyperlaxes. Peut-être acquis par le yoga, justement, aussi. Donc, je le rappelle quand même, cette jeune femme, elle fait là un récurvatum de coude. C'est très classique dans le chien la tête en haut. Et vous voyez ce qu'elle a fait, elle a été plus loin que la physiologie normale. L'amplitude normale d'un coude, c'est 180 degrés. Et elle, allez, peut-être qu'elle est à 200 degrés, 190 degrés. Vous voyez, elle a été trop loin. Donc, elle contribue à abîmer son cartilage. Ça ne lui fait absolument pas mal aujourd'hui. Elle peut le faire plein de fois comme ça. Mais à terme, c'est des micro-traumatismes sur son cartilage. Elle use son capital cartilagineux. Ici, on voit aussi, c'est vraiment fréquent aussi chez les danseurs classiques, l'hyperlaxité, parce que ça donne un avantage esthétique à la danse. Donc, les danseurs de ballet, ils sont recrutés justement souvent parce qu'ils sont hyperlaxes. Donc, vous voyez, on a ici l'exemple d'un genou en récurvatum, hyperlaxe. Et ici, on a un genou normalement aligné. Donc, elle est en train d'abîmer son cartilage articulaire, pas lui. OK. Mais les raides aussi doivent se méfier. Parce que quand on est raide, on a tendance à vouloir faire les choses, même si elles sont mal faites. Donc, typiquement, dans Paschimottanasana, on attrape ses pieds
mais on est en rétroversion de bassin. On n'est pas juste dans le placement. Il faudrait accepter de plier les genoux et de s'aligner correctement. Hein. C'est pour ça que là, vous avez un grand rôle à jouer dans le respect de la justesse des alignements envers vos élèves pour préserver leur cartilage. Est-ce que c'est clair? Merci. Alors, on continue. Toutes les articulations, elles ont deux impératifs. Elles ont un impératif de stabilité et de mobilité. Je vais prendre l'exemple de la hanche parce que c'est flagrant au niveau de la hanche. Donc, au niveau de la hanche, vous voyez, cette jeune femme, elle fait... Pardon, j'ai du mal à gérer les deux écrans. Cette jeune femme, elle est sur une hanche, elle est en appui, regardez bien, avec tout le poids de son corps, en appui sur une jambe, avec une grande amplitude déjà de flexion de hanche. Et elle demande donc un énorme travail de stabilisation de sa hanche droite. Et sa hanche gauche, elle est dans une grande mobilité, avec carrément un grand écart possible. Donc, la hanche, elle doit réussir à équilibrer cette contrainte de mobilité et de stabilité. Donc, pour ça, il y a des moyens d'union. Hein. MU, c'est moyen d'union passif d'abord. Les moyens d'union passif, c'est va être des choses qu'on ne peut pas contracter. C'est un tissu, une corde, on n'a pas la possibilité de le raccourcir ou de le tonifier. Ça va être des fibrocartilages. Excusez-moi. Des fibrocartilages. Les fibrocartilages, c'est par exemple le disque intervertébral. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il y a un fibrocartilage au niveau de la hanche qui permet d'augmenter la congruence, c'est-à-dire l'emboîtement de la tête fémorale dans le cotyle. Donc, j'ai un bourrelet, un cartilagineux. Ok, je peux avoir la capsule. Hein. La capsule, vous vous souvenez, c'est ce manchon qui emballe l'articulation. Donc, ça contribue aussi à maintenir l'articulation. J'ai tous ces ligaments, ces fascias qui augmentent donc la congruence et la stabilité de l'articulation. Bon, je pense que vous me voyez venir. J'ai aussi des moyens d'union actifs, hein, donc qui sont les muscles. Là, j'ai une possibilité de contraction sur les muscles. Et donc, mes muscles vont à la fois activer et stabiliser l'articulation. Mais si j'étire trop et que j'étire à outrance, je vais certes gagner beaucoup en mobilité, mais je vais perdre en stabilité. C'est pour ça que je ne peux pas ne travailler que la souplesse sans travailler à côté le renforcement musculaire, la proprioception et la capacité de stabilisation. Sinon, je vais trop user mon cartilage de manière précoce. Ça veut dire que je ne peux pas me contenter de faire que du yoga passif pour mon cartilage. Je n'ai rien contre le yin yoga. Je dis juste qu'il doit être équilibré avec d'autres formes de yoga, des yogas plus dynamiques ou du crossfit, n'importe quoi, hein, de la zumba, une activité dynamique qui travaille toutes les fonctions musculaires également. D'accord? Donc, le ligament, c'est un moyen d'union passif, c'est comme une corde, ça relie un os avec un os. D'accord? C'est un tissu fibreux qui unit deux os. Il a un rôle mécanique, d'accord? Il tient les deux os, mais ce n'est pas ça son rôle le plus important. C'est-à-dire que le ligament, c'est comme une corde qui tient les deux os, mais en fait, on s'est rendu compte que cette corde, elle était de toute manière pas hyper solide chez personne. Surtout, par exemple, au niveau de la cheville. Hein, vous imaginez ces petits ligaments qui doivent retenir tout le poids du corps pour éviter que la cheville se torde, s'entorse. Donc, le vrai rôle du ligament, c'est le rôle proprioceptif. Dans cette corde, j'ai un tas de capteurs qui envoient des informations à mon cerveau, qui me disent « Oula, attention, ta cheville, elle est en train de se tordre, elle est dans une mauvaise position. Active les muscles pour empêcher qu'elle se torde plus. » Voilà, je vous montre. Voilà, vous voyez la position d'entorse. Donc, le ligament, cette petite corde-là, est sans doute trop fine pour tenir vraiment les os entre eux avec le poids du corps, mais le rôle proprioceptif est majeur. La pathologie du ligament, donc voilà, si je vais trop loin, je vais étirer trop mon ligament, je vais le déchirer peut-être, hein, ça va créer différents stades
d'entorse. Vous voyez, là, j'ai fait une entorse très grave. J'ai déchiré les 3 ligaments. C'est quand même rare. Et donc, quand je vais vouloir faire de la rééducation, je vais devoir attendre des délais de cicatrisation qui sont normaux, qui sont pour tout le monde, des délais de cicatrisation de 3 à 6 semaines. Tous les tissus mous dans le corps cicatrisent en 3 à 6 semaines. Donc, au niveau de la rééducation, ce qui va être très important, c'est notamment de réveiller toute cette capacité proprioceptive, de réhabituer le cerveau à écouter ce que lui dit le ligament. Hein. Voilà. Les délais, c'est 3 à 6 semaines, quelle que soit notre volonté, j'allais dire notre argent, nos connaissances dans le monde médical, même si on a un ami qui est médecin, c'est toujours 3 à 6 semaines. On a beau vouloir aller plus vite, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, ce sont des temps de cicatrisation qui sont physiologiques. Au bout de 3 semaines, on a déjà une cicatrisation qui est très intéressante. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est pendant les 3 premières semaines, c'est de ne pas de nouveau tirer sur ce ligament pour ne pas le reblesser. Voilà. Et les tendons, j'y viens après. Hein. Donc, vous voyez, ce qu'on va faire en rééducation, on va faire des exercices proprioceptifs. Vous connaissez sans doute le fameux plateau d'équilibre, voilà, des petits déséquilibres comme ça, des sauts de droite à gauche, des jeux de ballon pour vraiment réveiller ce rôle proprioceptif. Et on va aussi, oui, pardon, je suis un peu dans le désordre, on va vérifier aussi qu'il n'y avait pas, des fois, ce qui peut arriver dans une entorse, c'est qu'il y a un petit bout d'os qui s'arrache ou un cartilage abîmé. Alors là, on n'est pas très content. Donc, vous voyez, ça ne va pas du tout être le même type de rééducation et de suite au traumatisme, suivant si on a un arrachement osseux ou si on a un cartilage qui s'est abîmé, ce qui va pouvoir peut-être expliquer que certaines personnes souffrent bien plus longtemps que les 3 à 6 semaines après une entorse de la cheville. Il y a peut-être une lésion au niveau du cartilage. Et ce qui est évident, c'est que vous savez qu'il y a un risque principal après une entorse, c'est de faire des entorses à répétition. C'est sûr que quand on en est à la 20e entorse, on a plus de risque d'avoir lésé son cartilage que si on a fait juste une première entorse. Bon, mais en yoga, alors, c'est ça qui est un petit peu problématique, c'est qu'il faut vraiment comprendre là que le yoga a ses limites. Alors, à moins que, voilà, il y ait des techniques de yoga que je ne connaisse pas, mais en gros, la chose qui se rapproche le plus de ce travail proprioceptif en yoga, ça va être des postures d'équilibre sur un pied, comme la posture de l'arbre. Et franchement, on est très loin du travail proprioceptif intéressant parce qu'on est... Bon, déjà, on a les yeux ouverts, alors on pourrait déjà faire fermer les yeux, ce serait plus intéressant. On est en général sur un sol plan, donc on pourrait replier le tapis plusieurs fois pour faire un sol meuble, vous voyez, mouvant. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas ce travail des sauts, il n'y a pas ce travail réflexe qui est quand même fondamental pour vraiment réveiller la qualité proprioceptive. Donc, c'est quelque chose qui manque de manière générale en yoga. Il n'y a pas beaucoup ce travail proprioceptif. OK. Et vous m'avez posé la question pour le tendon. Alors, j'y viens. Le tendon, c'est pas dans l'ordre, alors je préfère pas trop sortir de ma présentation. Le tendon est en rapport, lui, avec le muscle. Hein. Le tendon, il raccroche un muscle à un os. Hein. Le ligament, il allait d'un os à un os. Le tendon, il va d'un muscle à un os. OK. Le muscle, quand je le regarde en coupe, je fais une coupe, il a une organisation très particulière avec des myofibrilles qui sont regroupées dans une aponévrose. Et vous voyez, j'ai plusieurs faisceaux comme ça de myofibrilles dans une aponévrose qui se regroupent elles-mêmes dans une aponévrose, qui se regroupent elles-mêmes dans une aponévrose plus grosse. Si bien qu'au sein de mon corps musculaire, j'ai des myofibrilles qui sont vraiment la fibre musculaire, qui sont la partie contractile du muscle, et j'ai des aponévroses, c'est-à-dire des enveloppes non contractiles. Le muscle s'insère sur l'os à travers un tendon. Et en gros, on peut se dire entre nous qu'un tendon, c'est comme un ligament au niveau de la structure et au niveau du rôle, sauf que ça se raccroche à un muscle. Ça, c'est quand même important à comprendre parce que ça ne va pas faire le même type de problématique.
le même type de pathologie. Donc, c'est un tissu pareil fibreux, très résistant, le tendon, et il a également un rôle proprioceptif très important. Et voilà, c'est une structure passive, le tendon, il ne se contracte pas. Merci Nathalie, bon voyage alors. Donc, le tendon, comme le ligament, c'est une corde. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est un morceau de caoutchouc solide. Vous en avez vu aussi quand vous avez désossé des poulets. C'est solide, c'est résistant et vous ne pouvez pas vraiment l'étirer. Alors, on me demande de repréciser proprioceptif. La définition la plus facile, si vous voulez, c'est pas facile. C'est cette communication qu'on a entre le ligament ou le tendon et le cerveau. Hein, c'est cet ensemble de réflexes qui font que mon tendon, mon ligament enregistre la capsule articulaire aussi, le manchon autour de l'articulation. Ça enregistre des informations de positionnement, ça de vitesse aussi, voilà, de positionnement, c'est le plus simple à comprendre. Ça envoie au cerveau un message, ça dit ah bah là je suis tordu, et le cerveau renvoie un message vers le muscle en disant réagis maintenant. Le tendon, il n'est pas dans une bonne position, réagis. D'accord? Voilà, ça fait partie aussi de ça. Donc, ça nous permet notamment de savoir, les yeux fermés, dans quelle position on est. Hein. Donc, c'est un ensemble très complexe de ressentis par le corps. Hein, alors, ce n'est pas la vue, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans nos organes sensitifs, dans nos mécanorécepteurs. On appelle ça des mécanorécepteurs qui nous donne des informations de positionnement du corps. Effectivement, un bon moyen de s'entraîner, c'est de faire les yeux fermés, parce que yeux fermés, on est sûr que l'information ne vient pas de la vue, mais vient bien du ressenti. OK. Donc, cette proprioception, c'est toute cette capacité d'équilibration, réflexe, d'ajustement, d'alignement des tissus. On a un grand rôle proprioceptif dans les ligaments, donc d'os à os, et un grand rôle proprioceptif dans les tendons, donc muscle à os. Voilà. OK. Quelle va être la pathologie du muscle? Donc, les pathologies courantes, hein, je ne vous parle pas des trucs rares que vous verrez jamais, je vous parle des pathologies courantes, c'est la déchirure. Donc, oui, crampe, soit vous allez déchirer une petite fibre, soit vous allez déchirer un faisceau de fibres, soit vous allez déchirer un faisceau plus gros, et ça va donner en fait soit une courbature, soit une déchirure, soit un claquage. Une béquille, c'est un mécanisme un peu différent, c'est un choc contre l'os. Hein. C'est un bleu pardon, un choc contre le muscle. Le muscle se trouve écrasé en général avec l'objet qui a donné le choc. Donc souvent, par exemple, en foot, hein, c'est très classique, la chaussure à crampons d'un autre joueur et le fémur. Hein. Donc l'os se trouve pris en sandwich entre la chaussure à crampons et l'os, le fémur. Il est écrasé, ça fait une béquille. OK. Pour la crampe, donc c'est un phénomène différent, c'est une contracture très rapide. Ce n'est pas pathologique la crampe, enfin ouais, c'est à la limite de la pathologie, mais effectivement c'est très courant et vous aurez souvent des crampes chez vos élèves débutants. Et vous verrez que quand ils progressent, justement c'est un bon facteur de suivi, ils ont moins de crampes. Merci Eric on redonnera le lien sur la proprioception à tout le monde. OK. Et la pathologie du tendon, donc le tendon aussi, lui, peut souffrir. Et c'est ce qu'on appelle donc une tendinite, hein, c'est-à-dire elle devient inflammatoire. Il y a trop de traction sur lui. Il est trop souvent mis en étirement et il finit par devenir douloureux. Alors, le coup classique en yoga, hein, vous connaissez la tendinite la plus fréquente du yogi? Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la plus fréquente, mais en tout cas, vraiment spécifique. Hein. Il n'y a quasiment que les yogis qui arrivent à faire ça. Hein. Voilà, alors voilà, on peut avoir une tendinite. Une tendinite, c'est juste inflammatoire. Le tendon souffre, mais il n'est pas déchiré.
Alors, personne n'a trouvé encore. C'est pas le poignet, même c'est fréquent le poignet, je veux dire, mais on peut l'avoir simplement en travaillant sur un poste informatique. Un truc assez spécifique au yogi. Oui, c'est ça, Corinne. C'est le yogi butt, hein. La tendinite d'insertion des ischio-jambiers. Franchement, j'en ai vu que chez les yogis dans ma vie. Non, j'exagère. Chez une coureuse aussi, une fois, j'avais vu, mais voilà, c'est vraiment spécifique au yogi. À force d'étirer les ischio-jambiers, hein, de faire des pinces sans arrêt, d'étirer les muscles ischio-jambiers, le tendon d'insertion sur l'ischion finit par plus apprécier et finit par devenir inflammatoire. Il a été trop étiré et on a des douleurs d'insertion sous l'ischion, hein. Et ceux qui ont déjà eu des tendinites, vous savez à quel point c'est rebelle et difficile à traiter. Voilà. L'étape d'après, c'est la rupture. Voilà, carrément, rupture du tendon. Alors là, c'est pareil, hein. C'est compliqué à traiter, vraiment, hein. Les ruptures du tendon d'Achille, c'est complexe après en rééducation. Voilà. Et j'ai mis 3 à 6 semaines de cicatrisation pour le tendon. Mais en fait, je regrette un peu d'avoir écrit ça parce que les tendinites, c'est vraiment, la douleur est vraiment beaucoup plus longue et on est vraiment plutôt en termes de mois, hein. C'était pour le muscle, hein, 3 à 6 semaines de cicatrisation pour une pathologie du muscle, mais bon, évidemment pas pour une courbature, hein, voilà, ça va plus vite que ça, mais pour une déchirure, voilà, il faut compter 3 à 6 semaines suivant la taille de la déchirure. Par contre, pour le tendon, les tendinites sont vraiment très longues à traiter, plutôt en termes de mois. Ok, on continue sur le muscle. Alors, on a des muscles synergiques qui travaillent en chaîne, hein. Ça veut dire que ce sont des muscles qui participent au même mouvement. Donc, ça, je vous explique juste le vocabulaire. La synergie, c'est comme des huiles essentielles. Vous savez, une synergie d'huiles essentielles, je mets plusieurs huiles essentielles pour augmenter leur effet. Eh bien, là, c'est pareil. Je vais avoir des muscles qui travaillent de manière synergique, donc ensemble. Par exemple, pour faire une préhension, c'est-à-dire attraper un objet, je vais devoir faire une flexion d'épaule, une extension du coude, une extension du poignet. Et pour attraper mon objet, donc j'ai tout un ensemble de muscles qui travaillé ensemble en chaîne de manière synergique. J'ai des muscles agonistes ou antagonistes. Alors, par exemple, des muscles agonistes, ce sont des muscles qui ont la même action sur une articulation. J'ai pris là l'exemple de mon biceps brachial. Je vais avoir le brachial antérieur ou le brachioradial qui auront tous les deux la même action que le biceps sur le coude, à savoir la flexion. Donc, ce sont 3 muscles qui font la même action sur la même articulation. Donc, ils font tous les deux une flexion. Bonne soirée Nelly, pas de problème. Merci d'avoir été présente. Voilà, j'ai des muscles également antagonistes, c'est-à-dire des muscles qui font une action opposée. J'ai donc mon biceps qui fait une flexion et j'ai mon triceps qui fait une extension. On appelle ça un antagoniste. Ça vient de anti-antagoniste. Voilà. Ok, j'ai des muscles monoarticulaires. Ils n'ont une action que sur une seule articulation. Et honnêtement, cela, je vais vous dire, on s'en fiche un petit peu. Ils sont beaucoup moins intéressants que les muscles polyarticulaires, comme le biceps qu'on voit ici, qui a une action à la fois sur l'épaule, à la fois sur le coude. Et ceux-là, les polyarticulaires, ils nous amusent toujours beaucoup plus, ils nous intéressent toujours beaucoup plus en rééducation et en yoga aussi, dans les placements. Ils vont être toujours plus intéressants parce qu'ils font des liens. Ils ont un potentiel de nuisance, d'équilibrage beaucoup plus important puisqu'ils font des liens entre les membres, hein, d'accord, entre les articulations. Donc, c'est vraiment ce travail en chaîne musculaire qui vont permettre, qui va être plus intéressant. Voilà, je vous montre juste que là, on a zoomé jusqu'à voir la fibre musculaire et je vous montre que la contraction musculaire, c'est le fait de rapprocher les myofibrilles. Voilà. Donc, quand je me contracte, voilà, ici, vous voyez, j'ai un entrelacement de mes fibres musculaires. Donc, quand je fais une contraction, mon muscle se raccourcit.
il se raccourcit et il va s'élargir comme Popeye. Hein, vous voyez, quand je fais une contraction de mon biceps, je vais avoir le biceps qui va gonfler, qui va s'élargir. Donc, quand je contracte un muscle, il va à la fois se raccourcir et à la fois prendre du volume. D'accord? Ça, c'est dans le cas où on le contracte que dans un certain type de contraction qui est celle qu'on étudie en général en anatomie, c'est-à-dire on a un point fixe et un point qui se déplace. Je vais vous expliquer ça après. Voilà. Et l'étirement du muscle, c'est l'inverse. J'espace mes fibrilles. J'éloigne les deux insertions. J'allonge le muscle. Je l'étire. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'apprendre l'action de chaque muscle ou la manière de l'étirer. Si je sais où il s'insère et où il se termine, je peux en déduire sa contraction. Par exemple, là, au niveau de mon biceps, je vois que si je décide de fixer la partie qui est au niveau de l'épaule, comme je vois qu'il s'insère sous le coude, voilà, il s'insère sur le radius sous le coude, je peux en déduire que quand il va se contracter, il va se raccourcir et ma main, quand je contracte mon biceps, il se raccourcit et ma main va s'approcher de ma bouche. Je vais faire une flexion du coude. Donc, mon biceps fait une flexion au niveau du coude. Et si je veux l'étirer, je dois au contraire l'allonger, je dois éloigner ses insertions. Donc, je dois faire une extension au niveau du coude, une extension au niveau de l'épaule. C'est pour ça que apprendre la fonction d'un muscle, ce n'est pas si important que ça. Il vaut mieux connaître ses insertions. Voilà. Allez, je sais que ça doit commencer à être un petit peu difficile pour vous. Alors, je pense qu'on va finir avec les 3 grands modes de contraction. Et après, de toute façon, c'est quasiment terminé. Alors, là, je vous demande vraiment votre attention. C'est un tout petit peu difficile à comprendre. Et c'est ce qui explique que vous aviez ces questionnements au début sur la flexion, quel muscle travaille. D'accord? Il faut que vous sachiez qu'il y a 3 manières pour un muscle de se contracter. Alors, en fait, il y en a plus, mais si déjà vous en comprenez 3, ce sera très bien. Les 3 principales, on va dire. D'accord? Alors, on va toujours prendre l'exemple de ce biceps. Hein, et ce biceps qui fait donc une flexion du coude. La flexion du coude, ok, tout le monde se souvient, c'est le fait de rapprocher la main vers la bouche. Pour pas que j'ai de problème avec les histoires d'apesanteur et de vous embrouiller, j'ai pris un culturiste et une haltère. Comme ça, il est évident qu'il travaille avec son haltère contre l'apesanteur pour faire une flexion. D'accord? Alors, c'est donc bien le muscle biceps qui va se contracter pour amener l'haltère vers la bouche pour faire la flexion. La première question à vous poser, c'est est-ce que mon haltérophile, là, il bouge ou il ne bouge pas? Si il ne bouge pas, voilà, si il ne bouge pas, c'est ce qu'on va appeler, est-ce que vous le savez dans le chat, si vous voulez me le dire, ce type de contraction où on ne bouge pas? Non, c'est pas ça. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle une contraction. C'est drôle parce que c'est bien. Je vous remercie de participer dans le chat et c'est pas grave si vous vous trompez. Ce n'est absolument pas grave. Vous retiendrez. Mais ce qui est super, c'est que j'ai eu le droit à peu près à tous les modes de contraction là dans le chat. Donc, quand on ne bouge pas, c'est une contraction statique. Je crois que c'est le terme le plus simple. On peut dire aussi isométrique, effectivement, ou statique. On ne bouge pas, mais on est bien d'accord que le muscle travaille quand même. Hein, si je tiens mon haltère, je fais quand même un effort musculaire, mais je ne bouge pas. D'accord? Et puis le deuxième cas, c'est le cas où je bouge mon haltère. D'accord? Et quand je vais bouger mon bras et mon haltère, je vais être en mouvement. C'est donc ce qu'on appelle un travail dynamique.
Donc, quand j'observe, quand je veux qualifier un effort musculaire, déjà, je me demande, est-ce que ça bouge statique? Est-ce que ça bouge dynamique ou est-ce que ça ne bouge pas statique? Si ça bouge, j'ai deux options. C'est soit je suis en train de contracter, de raccourcir le muscle, soit je suis en train de freiner. Et vous allez bien comprendre avec l'haltère. Soit je force pour monter l'haltère, soit je résiste, j'essaie de ralentir la descente, je freine la descente. Je suis dans un mode freinateur qu'on appelle aussi excentrique. OK, donc je résume. Je veux qualifier un effort musculaire. Je regarde si, ça ne bouge pas. Ouf, c'est le plus simple, c'est du statique. 2, ça bouge. Je dois essayer de comprendre si ça bouge en contractant ou si ça bouge en freinant. Contractant, je vais appeler ça du concentrique et freinant, freinateur ou excentrique. On y va sur le premier mode qui est le mode statique. Je ne bouge pas, je me contente de tenir mon haltère. C'est bien mon biceps qui se contracte. Ok, c'est génial parce que c'est le mode éducatif par excellence. C'est-à-dire que je vais dans une position, une posture. Je vais prendre l'exemple de Chaturanga. Vous allez voir la photo apparaître. Ça me laisse le temps de donner toutes les consignes que je veux. Hein. C'est le temps éducatif. J'apprends les positionnements, les alignements à mon élève. Donc, souvent, c'est par là que je vais débuter. C'est le mode le plus facile aussi au niveau schéma moteur. C'est plus facile, je ne bouge pas, j'ai juste à tenir la position. Ça va avoir quand même un inconvénient, c'est que je ne vais gagner de la force que dans la position où je travaille. Donc, si je fais toujours des chaturangas statiques à la même distance du sol, j'arriverai jamais à me rapprocher plus près du sol. Donc, il faut inciter son élève à dire « Va un petit peu plus bas là, essaye de tenir maintenant. Allez, 1 centimètre plus bas, essaye de tenir. » Sinon, il ne va pas progresser vers la descente. OK, il n'y a pas de mouvement, donc on est en statique et je vous montre Chaturanga en statique. Ça me permet donc de bien donner mes consignes. Bon, on a fait le plus simple. On va vers les modes de contraction un petit peu plus compliqués. Mais vous allez voir, il y a aussi beaucoup à apprendre là. Alors, ça, je vous l'ai déjà dit. OK, le deuxième mode, c'est le mode concentrique. Je force pour amener l'haltère vers ma bouche en flexion. Là, la particularité, c'est que mon muscle se contracte et les deux insertions du muscle, vous voyez, se rapprochent. Mon muscle se contracte et se raccourcit. C'est le cas le plus courant. C'est celui que vous allez apprendre dans les livres d'anatomie. Quand on décrit une contraction musculaire, en général, on décrit celle-là, le mode concentrique. L'avantage, c'est que ça va augmenter la force. Pardon. Ça va augmenter aussi ma masse musculaire. Hein. Vous avez vu, le muscle se raccourcit, gonfle. Ça va augmenter le volume musculaire et ça va augmenter ma coordination parce que je suis en mouvement. Je développe mon schéma moteur. D'accord? Donc, c'est un mode vraiment intéressant à travailler aussi. Ça veut dire, là, vous comprenez, vous commencez à comprendre que si je veux proposer un yoga assez varié, il faut que j'ai des contractions statiques, mais des concentriques aussi, c'est intéressant. Et donc, si je fais qu'un style, par exemple, style de Hatha Yoga très statique, où je me contente de rester dans la posture, même intense, mais statique, eh bien, je ne travaille pas mon muscle dans toutes ses qualités musculaires. On parle maintenant du mode excentrique. Pardon, parce qu'en plus, je fatigue et ça devient difficile à expliquer. Alors, le mode excentrique, c'est le plus compliqué à comprendre. C'est le mode freinateur et vous pouvez vous contenter de ça. À chaque fois que vous avez l'impression que vous freinez un mouvement, que vous ralentissez, vous êtes en mode excentrique ou freinateur. C'est le cas typique dans Chaturanga. On a tous envie de ralentir dans Chaturanga, sinon on tombe sur le nez. D'accord? Donc, Chaturanga, je l'ai pris comme exemple parce que c'est de l'excentrique typique et qu'on en fait plein au sein d'un cours avec des vinyasas. C'est un mauvais exemple quand même, je le signale pour ceux qui veulent l'entendre, les autres, vous ne compliquez pas la vie, parce que c'est surtout un travail excentrique du muscle triceps, alors que je vous parle du biceps depuis tout à l'heure.
Mais vous embrouillez pas trop là-dessus. Je voulais prendre un exemple spécifique au yoga, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la contraction excentrique? Je freine mon haltère, d'accord? Je freine la descente et mon muscle donc se contracte pour freiner, mais en même temps, il s'allonge. Et c'est là que c'est difficile à comprendre parce que j'étais dans une flexion, je finis dans une extension et ce ne sont pas les muscles extenseurs qui ont travaillé, ce sont les muscles fléchisseurs, mais en freinant le mouvement. Comment on fait pour comprendre ça? On se demande, qu'est-ce qu'il se serait passé si je n'avais rien contracté? Je serais allée en extension. J'ai voulu freiner l'extension. Donc, j'ai freiné l'extension. J'ai donc fait une flexion. J'ai donc utilisé les muscles fléchisseurs pour freiner l'extension. J'ai ralenti l'extension en utilisant mes muscles fléchisseurs dans un mode freinateur. Est-ce que c'est clair? Ce mode, il est très particulier parce que le muscle à la fois se contracte et à la fois s'allonge. Les extrémités s'éloignent. Ça veut dire que c'est vraiment complètement atypique. Et il y a un gros risque de blessure. Parce que vous comprenez, en même temps, je fais serrer mes myofibrilles et en même temps, je les éloigne. Donc, pour le muscle, c'est très compliqué de savoir gérer ça. Ça veut dire que tous les mouvements freinateurs, et j'ai choisi Chaturanga pour que vous le gardiez en tête, parce que il y a un risque important de lésion musculaire. Oui, ça se complique, ils savent, je sais. Exemple aussi en tenant une valise, bah oui, ou en portant une caisse, hein, tout à fait, François. Donc, soit je porte ma valise sans bouger et je fais quand même un effort musculaire, je suis en statique. Soit je la soulève pour la hisser dans mon coffre, hein, je fais du concentrique. Soit je la sors du coffre et j'essaie de la reposer par terre, mais en général, j'essaie qu'elle ne s'écrase pas au sol. Donc, je vais freiner le mouvement pour la reposer au sol. C'est un mode excentrique. Et c'est dans le mouvement où je vais freiner pour descendre que j'ai le plus grand risque de blessure. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez, parce que c'est un mode de contraction très particulier. Le muscle s'allonge et se contracte en même temps. Et d'ailleurs, c'est tellement particulier comme mode de contraction qu'on l'utilise en rééducation pour traiter les tendinites. Alors là, je vous embrouille complètement. Hein. Vous me dites, c'est dangereux. Oui, mais comme justement on a ce travail-là, on s'est rendu compte que ça marchait très bien sur les tendinites. Mais on respecte des protocoles très précis. On fait varier la vitesse, on fait varier la charge qu'on met. Donc, je ne veux pas trop vous embrouiller. Ça s'appelle le protocole de Stanisch. Hein, on a un protocole très précis pour les tendinites, très efficace pour soigner les tendinites. Si vous connaissez des gens qui souffrent de tendinites, on y va sur le protocole de Stanisch. Donc, nous, on l'utilise beaucoup en rééducation. Et vous, en yoga, je vous conseille de vous méfier un peu de tous ces mouvements freinateurs. Donc, spontanément, de toute façon, vous avez compris comment faire. Vous proposez déjà à la personne de mettre les genoux au sol, ça fait moins de poids, hein, voilà, déjà moins de charge. Et puis après, l'autre solution facile, c'est de lui dire « laisse-toi tomber hein. ». Plus on descend lentement, plus c'est difficile pour le muscle. Et ça peut paraître des fois un peu contre-intuitif quand je le dis comme ça, mais en pratique, il n'y a pas de doute, vous vous laissez tomber. Est-ce que, voilà, c'est ce que j'appelle adapter la vitesse et la charge. Alors, ça se complique. Engager et étirer, est-ce que c'est de l'excentrique? Non, parce que non, si c'est du statique, INSAF. Si tu es dans une posture type, je ne sais pas moi, le grand écart, Hanumanasana, et que tu engages tes muscles, eh ben, malgré tout, tu es statique, tu vois, tu n'as pas bougé, tu es dans une contraction statique, tu ne fais pas de l'excentrique. L'excentrique, c'est vraiment cette notion de freinateur dans le mouvement. Ok. Et j'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et donc, on va s'entraîner à voir les mouvements. Voilà. Ici, c'est ça que je voudrais vous dire,
c'est que vous avez déjà réussi à comprendre, à qualifier chaque mouvement. Vous savez un peu décrire le mouvement, dans quelle position se trouve le corps. Et ça, je vous le redis, c'est la première étape, savoir où se fait le mouvement, qu'est-ce qui bouge, comment ça s'appelle. Si vous ouvrez un livre, vous commencerez par ça, comprendre la définition des mouvements. La deuxième chose, c'est de comprendre si le muscle, pour faire ce mouvement-là, il est plutôt en position contractée ou plutôt en position étirée. Et puis après, vous chercherez à affiner le type de contraction musculaire en vous souvenant, soit je ne bouge pas, donc dans Ardha Setu Bandhasana, dans le demi-pont, si je me suis trompée, soit je suis en l'air, je ne bouge pas, je fais une contraction statique, ce qui est le plus communément enseigné en yoga. Je reste en l'air et je focalise sur mes respirations. Je fais donc un mode de travail statique. Soit, par exemple, si vous êtes plutôt prof de pilates, vous pouvez proposer le fait de monter. Donc là, je suis dans une contraction concentrique. Et puis, si je suis montée, il va bien falloir que je redescende. Et en général, je redescends en freinant la descente et en déroulant chaque vertèbre au sol. Et dans ce cas-là, je suis dans un mode de travail excentrique. D'accord? Donc, c'est toujours plus intéressant de varier les modes de contraction musculaire. Donc, pensez à cela. C'est pas... Voilà. Et je vous présente ma formation. Donc, elle ouvre ce soir. Je l'ouvre ce soir à partir après ce live. Donc, elle est partie du constat que souvent, en tant que professeur de yoga, vous aviez peur de blesser vos élèves et que c'est ça que pouvait vous amener la maîtrise de l'anatomie. C'était justement d'éviter les blessures, de mieux comprendre l'intérêt de chaque posture par rapport aux pathologies. Vous avez vu, peut-être aussi vous poser la question du yoga que vous enseignez, savoir s'il est assez complet. Et si vous voulez le rendre rééducatif, comprendre comment l'adapter. Voilà. Et puis, ça va vous permettre aussi de construire des postures d'intensité croissante, progressive. Voilà, donc particulièrement pour accueillir les publics fragiles. Bon, je vous laisserai lire tous les bénéfices que peut vous apporter la maîtrise de l'anatomie. Et moi, ce que j'aimerais surtout vous transmettre dans ma formation, c'est 9 concepts que j'ai appris en kiné et en ostéopathie et que j'ai découvert qui existaient déjà en yoga. Alors, le truc typique, c'est la rééducation hypopressive. Et bien, quand j'ai découvert que c'était en fait un travail qu'on pouvait proposer en yoga, enfin qui était proposé en yoga de manière ancestrale, j'ai été vraiment très surprise. Et c'est pour ça que, voilà, ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est cette connaissance de la kiné et de l'ostéopathie. On la retrouve dans énormément de principes en yoga et j'aimerais vraiment les travailler avec vous. Donc, ce qu'on a vu en partie sur la proprioception, le diaphragme, l'abdologie, la connaissance des bons abdominaux, le travail du périnée, les poutres composites, le gainage, voilà, tout ça, voilà, on va détailler ça. C'est une formation qui va se dérouler 100% en ligne et il y aura, comme pour ceux qui ont déjà suivi des formations en ligne avec moi, vous savez que vous recevez une vidéo par semaine d'environ 45 minutes, pas trop longue parce que vous avez vu aussi qu'on ne peut pas digérer trop de choses d'un coup. Il faut les apprendre, les comprendre, les mettre en pratique et puis après, on rajoute d'autres connaissances parce que sinon, ça fait trop simplement. On sature, c'est normal. Voilà. Et donc, ce sera une formation 100% en ligne dans laquelle vous recevez une vidéo par semaine. Il y a environ 20 heures de contenu. Ça veut dire qu'on fait le rachis, tout le tronc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce que j'ai essayé de vous apporter là, c'est mes connaissances d'ostéopathe aussi. Parce qu'il n'y a pas que l'os et le muscle, il y a le viscéral aussi. Et pas comprendre, par exemple, qu'un fibrome dans un utérus au moment de la ménopause, ça désorganise complètement la statique du bassin, c'est quand même dommage. Donc, vous voyez, il y a cette connaissance anatomique des viscères qui est indispensable aussi. Et il y aura des cours là-dessus, il y aura des cours sur toute la compréhension du système digestif aussi.
Les jeux de pression. Ah, ça, vous avez beaucoup aimé les jeux de pression. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler avec moi, c'est comprendre comment, par exemple, chose toute bête, vous allez peut-être trouver ça vraiment incroyable, mais simplement des gaz, des ballonnements importants dans le ventre, ça crée des lombalgies. Moi, je peux vous assurer que j'ai eu le cas en rééducation. Et simplement, voilà, ces jeux de pression, comment le périnée souffre de ces jeux de pression dans l'abdomen, comment les lombaires en souffrent et comment on rééquilibre tout ça. Voilà, il y a une communauté et surtout, il y a ma présence. Alors, j'ai remarqué, c'est un peu prétentieux de dire ça et je m'en excuse, mais j'ai remarqué que ce que mes élèves appréciaient énormément dans les formations précédentes que j'ai pu donner, c'est justement le fait de pouvoir me poser des questions par rapport à leurs élèves. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jour où vous avez un élève qui vous pose problème. Ah bah, récemment, tiens, j'ai un élève qui a une syphose, tiens, j'ai un élève qui a un syndrome de Parkinson et qui a une syphose, comment je peux l'aborder en yoga? Voilà. Alors, moi, je ne sais pas tout, mais j'ai trouvé les réponses. Donc, c'est ça qui est vraiment appréciable, c'est cette communauté qu'on crée où je réponds et où d'autres profs de yoga répondent avec vous. Donc voilà, il y aura un module où on va continuer de donner comme ça des connaissances de base, comme on a fait ce soir, apprendre à lire le mouvement juste pour pouvoir vraiment comprendre, hein, intégrer. Puis après, on va beaucoup parler de l'axe, hein, du rachis, du tronc, avec les bases, donc évidemment l'os, l'articulation, les muscles, hein, les courbures du dos, les alignements dans le dos, euh, les viscères, les organes. Mais c'est surtout voilà, comprendre aussi la désorganisation fréquente, les pathologies fréquentes, hein, les, euh, par exemple les hernies hiatales, les hernies abdominales, les diastasis. Vous avez sans doute eu ça déjà auprès de vos élèves et vous ne savez pas trop quoi en faire. Donc moi, ce que je souhaite, c'est vous apprendre l'anatomie, ce qu'est cette pathologie, comme on a vu là par exemple avec l'entorse, comment on la rééduque habituellement et comment on peut faire en yoga pour l'utiliser, pour essayer d'être éducatif par le yoga, même si ce n'est pas l'objectif premier. Voilà, après, il y a tout un module sur le membre inférieur, évidemment, et puis tout un module sur le membre supérieur, hein, puisqu'on est un tout. Et puis, on fera des pauses entre chaque module pour bien laisser digérer tout ça. Voilà, alors vous allez pouvoir retrouver des témoignages. Donc là, ce que je vous fais défiler à l'écran, vous pouvez le retrouver sur mon site adaptersonyoga.com dans l'onglet formation, hein, vous allez pouvoir retrouver tout le programme détaillé de la formation.